Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'infos. Scène d'apocalypse au Népal, le bilan du séisme ne cesse de s'aggraver. Les États-Unis, plusieurs pays européens et Israël ont envoyé des équipes d'aide humanitaire. L'Arabie Saoudite a arrêté son offensive aérienne au Yémen. L'Iran s'est félicité de la décision. Les États-Unis maintiennent la pression sur Téhéran qui les soupçonne de soutenir les rebelles. Israël s'est figé en souvenir des 23 320 soldats tombés au front ainsi que pour les victimes du terrorisme. Au terme de ces 24 heures de deuil, le pays est passé, comme chaque année, de la tristesse à la joie avec les célébrations de l'anniversaire de l'État. Face à la multiplication des drames en Méditerranée, l'Union européenne a tenu un sommet extraordinaire. Bonjour Daniel Cheikh. Bonjour. Je le disais en titre, l'Arabie Saoudite a arrêté son offensive au Yémen cette semaine. Quel bilan est-ce que vous tirez de cette offensive ? Mitigé, je suppose. Quelques succès tactiques, sans doute un message fort qui porte un peu sur toute la région, puisque l'Arabie Saoudite a voulu, je pense aussi, transmettre ce genre de message qu'elle ne laisserait pas faire à ses portes quand ses intérêts propres sont en jeu. Mais est-ce que cette offensive, cette intervention aura été décisive sur le terrain ? J'en doute. Alors vous avez parlé des messages, il y a un message important qui a été envoyé dans cette affaire, au-delà du fait que l'Arabie Saoudite protège ses intérêts, c'est qu'on a vu soudainement une partie du monde arabe s'unir, en tout cas une partie sunnite du monde arabe s'unir, autour d'une cause qui n'était pas le conflit israélo-arabe, et ça c'est assez historique dans la région. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra peut-être se reproduire à l'avenir ? Ce n'est pas impossible et je pense que c'est là le plus grand succès de l'Arabie Saoudite. C'est un succès qui est essentiellement diplomatique mais qui a une portée stratégique sur la région, de pouvoir réunir autour d'une cause très controversée une telle alliance arabe interne de pays que nous aimons appeler pays modérés, sunnites. L'Égypte, l'Arabie Saoudite. Oui, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas reproduire cela ? Il y a déjà un noyau pour ça. Il y a l'initiative de paix arabe qui, c'est vrai, elle est de la Ligue arabe tout entière, mais aujourd'hui, les seuls pays qui, logiquement, pourraient encore jouer un rôle dans cette initiative arabe par rapport à Israël sont les mêmes pays qui se sont, à peu près, les mêmes pays qui se sont réunis autour de l'Arabie Saoudite sur le dossier yéménite. On rappelle, l'initiative de paix arabe, c'est une initiative saoudienne du début des années 2000 qui proposait à Israël une reconnaissance par l'ensemble des pays arabes et en échange d'une paix totale avec les Palestiniens et un retrait sur les frontières de 1967. Et qui n'a pas eu de répondant officiel du côté israélien, mais il y a des voix en Israël, notamment dans la société civile, qui cherchent à faire revivre cette initiative pour trouver une alternative au bilatéralisme israélo-palestinien qui semble piétiner. Alors, l'autre point qu'on a vu pendant ces affrontements au Yémen, c'est les États-Unis et l'Iran qui pourtant négociaient sur le nucléaire iranien. Ouais. Sur le dossier du Yémen, étaient un peu moins d'accord. Les États-Unis ont accusé l'Iran de jouer un rôle néfaste au Yémen. Quel rôle a joué l'Iran ? On a toujours pensé que le Proche-Orient et le Moyen-Orient sont une zone compliquée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est presque indéchiffrable, c'est-à-dire le nombre de conflits, de sous-conflits, d'alliances, de sous-alliances, de contradictions dans les alliances. On a du mal à suivre. Et les États-Unis se retrouvent ici dans une situation vraiment paradoxale où d'un côté négocient avec l'Iran sur le dossier du nucléaire, d'autre part combattent l'Iran ou l'aide iranienne aux rebelles au Yémen, qui ont un rôle complexe aussi dans leur relation avec l'Arabie Saoudite, allié clé dans cette région, mais qui lui aussi fait des choses qui ne sont pas toujours au goût des États-Unis. C'est devenu vraiment, vraiment très compliqué de naviguer dans les eaux de notre région. Et plus particulièrement dans la mer Rouge et dans le Golfe. Dans la mer Rouge et dans le mer... Oui, où évidemment, il faut le répéter quand même, les enjeux stratégiques, les enjeux économiques pour le monde entier sont énormes. Le pétrole, toute la stabilité de cette région est un pilier de la stabilité économique du monde entier. Alors, vous avez parlé des États-Unis qui négocient avec l'Iran. Les États-Unis aussi, ils ont une position un peu ambiguë et pas claire du tout, dans le sens où ils ont soutenu la coalition arabe et ils se sont félicités de l'arrêt
de la coalition arabe. Donc on a du mal à comprendre de quel côté ils étaient. Non, je crois on comprend de quel côté ils sont. Ils aimeraient rétablir un gouvernement légitime et stable au Yémen. Et si l'Arabie saoudite et cette coalition peuvent aider à le faire, tant mieux. Mais je pense qu'ils avaient des doutes sur les choix de l'Arabie saoudite dans les cibles, dans les moyens militaires déployés. Le message par rapport à l'Iran est encore plus complexe si l'on se souvient que ces derniers jours, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, notamment dans le Golfe, avec la présence de bâtiments de guerre en mer. Et c'est donc un message classique de la diplomatie. Mais d'un autre côté, il faut toujours garder cet équilibre pour ne pas perdre le lien de négociation sur le dossier qui inquiète les États-Unis, en fin de compte, plus que tout, qui est celui du nucléaire. Merci beaucoup, Daniel Sheikh. Restez avec nous pour réagir à ce sujet. Le monde a commémoré cette semaine les 100 ans du début du génocide arménien. 100 ans, et pourtant la question de la reconnaissance de ce génocide est encore un débat dans certains pays. Avec nous, pour en parler via Skype, le professeur Lernik Ovskipian de l'Université française d'Arménie à Erevan. Bonjour. Bonjour Julien. Pourquoi 100 ans après, le sujet de la reconnaissance du génocide fait encore débat ? Oui, c'est toujours un débat, ça a été toujours un débat, oui, depuis un siècle, parce qu'on est face à un négationnisme de la part de la diplomatie turque d'admettre ce crime qui a eu lieu au début du siècle. Donc, forcément, nous les Arméniens, on veut qu'il y ait une reconnaissance de ce génocide et qu'on mette les choses à côté, on commence à avancer. On ne veut pas rester stagné quand même sur ce point. Mais pourquoi est-ce que les Turcs refusent de reconnaître ce génocide ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Dans un premier temps, c'est qu'il y a déjà, ils seront considérés comme une nation qui a commis un génocide. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose... donc, c'est un facteur quand même négatif. Mais comme j'aime bien mentionner cette formule, c'est que faute reconnue et faute moitié pardonnée. Donc, il faut le faire. Et dans un deuxième temps, il y a la question d'indemnisation. C'est parce que nous avons énormément de territoires de l'ancienne Arménie qui se trouvent en ce moment en territoire de Turquie. Je peux vous nommer quelques-uns. Nous avons Van, Ani, Nakhichevan, Mouch. Ce sont tous des noms arméniens. Et maintenant, toutes ces régions se trouvent en Turquie. Et donc, s'il y a la reconnaissance du génocide, il est possible que la Turquie soit obligée de rendre une partie de ses territoires, sinon toutes, à l'Arménie. Donc, c'est quand même une question plutôt économique qui est reliée à ce sujet. Donc, il y a donc ces deux facteurs primordiaux, je dirais, qui sont au sein de ce négationnisme. Et comment est-ce que les Arméniens perçoivent ce refus de certains pays de reconnaître le génocide ? En fait, ça devient un cercle vicieux du point de vue que ça commence à s'intensifier parce que nous avons beaucoup de familles rescapées et qui ont des témoignages et qui ont des photos, et il y a même des survivants qui parlent en fait, qui parlent des actions atroces commises par les jeunes Turcs de l'Empire ottoman. Et donc, on est sûr, on sait que cette chose a eu lieu, ce crime a eu lieu. Et donc, quand on le sait pour fait et qu'il y a un refus de reconnaître, ça rend les Arméniens de plus en plus en colère et en face de cette injustice, en face de ce négationnisme. Et on demande quand même qu'il y ait une reconnaissance, au moins pour commencer à établir une relation diplomatique, parce que l'Arménie souffre quand même d'un blocus économique de la part de Turquie. Et donc, il y a cet obstacle qui ne permet pas d'améliorer les relations avec l'Ouest. Donc la Turquie qui bloque notre frontière, c'est quand même un dommage assez important pour notre économie.
Et vous pensez que la Turquie pourrait évoluer sur sa position à la fois sur la frontière et la reconnaissance du génocide? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande partie de la population turque qui veut que leur gouvernement reconnaisse ce qui s'est passé et qu'on avance. Alors que la politique turque Vous savez, les Turcs ont été considérés comme des diplomates très rusés depuis pas mal de temps. Et il y a aussi une expression en français qui dit barbare comme les Turcs. Je veux dire, nous avons quand même l'histoire, l'étymologie, le langage même part du fait que les choses ont eu lieu. Et quand vous visitez le musée Titermekabert, qui est le musée du génocide, vous y voyez les images assez choquantes et qui démontrent clairement un nombre de victimes colossales quand il y a eu ces déportations à partir de 1915. Merci d'avoir été avec nous depuis l'Arménie. Oui, je vous en prie. Daniel Sheikh, un des pays qui ne reconnaît toujours pas le génocide arménien, c'est Israël. Oui, c'est exact. Comme beaucoup de pays, Israël a adopté une position qui est exactement sur cette ligne très fine entre la reconnaissance morale d'un génocide qui est indiscutable, c'est-à-dire les faits historiques ne sont pas discutables ou pas véritablement discutables, et la réelle politique. C'est très simple. On peut parler de cynisme international généralisé par rapport à cette question, mais je pense qu'il y a une vraie évolution. La ligne a été dictée par la réalité géopolitique qui fait que les intérêts de la communauté internationale par rapport à la Turquie sont infiniment plus grands et plus importants et pèsent plus lourd que ceux par rapport à l'Arménie. Y compris pour Israël, qui était un allié proche de la Turquie. Simplement, avec Israël, les choses se passent très mal avec la Turquie depuis quelques années. Et je pense que moins il semble plausible que cette relation particulière se rétablisse, s'assainisse à nouveau dans l'avenir proche, plus la position des Israéliens ou de certains Israéliens, notamment le président Reuven Rivlin, qui a parlé clairement du génocide arménien, plus leur position devient osée, je veux dire, et moins conformiste sur cette question. Il faut aussi ajouter à ce qu'a dit votre intervenant, c'est que même en Turquie, il y a une évolution sur cette position. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnalités politiques turques qui ont tenu des propos assez étonnants et assez courageux sur cette question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Sheikh. L'Union européenne a décidé d'attaquer Google pour abus de position dominante. Le géant californien risque pas moins qu'une amende de 6 milliards d'euros. Mais il compte bien riposter, évidemment. Avec nous pour en parler, la commissaire européenne à la concurrence en personne, Margrethe Vestager. Bonjour. Merci à vous, c'est un plaisir d'être là. Qu'est-ce que vous reprochez à Google ? Eh bien, il n'y a pas de problème avec Google. Je pense que c'est une superbe entreprise. Ce que nous recherchons, c'est une meilleure conduite de Google parce que nous trouvons que Google abuse de sa position dominante en tant que moteur de recherche pour promouvoir ses autres services dans les marchés voisins. Vous pouvez nous donner un exemple concret ? Eh bien, si vous êtes devant votre ordinateur et vous cherchez quelque chose que vous voulez acheter, par exemple, eh bien, la première chose qui va apparaître dans les résultats de votre recherche, c'est Google Shopping. Et vous pensez que les autres acteurs du marché en souffrent ? Je ne suis pas très inquiète par la concurrence. Ce qui m'inquiète, c'est l'innovation. Parce que le consommateur s'attend à de l'innovation, à un marché où il a beaucoup de choix, des prix raisonnables et des produits innovants. Donc c'est une inquiétude pour les consommateurs qui nous pousse à faire ce que l'on fait. Mais la justice américaine n'a pas donné suite à une requête similaire. Alors pourquoi est-ce que vous poursuivez la vôtre ? Eh bien, nous avons les lois européennes, nous sommes ici dans un contexte européen. Les Américains ont leur raison de faire ce qu'ils font et nous avons les nôtres. Et quels sont les moyens que vous avez pour y parvenir ?
Nous sommes encore au tout début du processus. Nous avons une déclaration d'opposition qui résume notre façon de penser initiale. Maintenant, nous invitons Google à y répondre, à nous dire s'ils pensent que nous avons raison ou tort par écrit. Ils peuvent aussi demander à ce qu'il y ait une audience. Ils peuvent faire tout ça dans les 10 prochaines semaines. Vous savez que certains disent surtout que vous êtes une politicienne ambitieuse qui utilise cette lutte contre Google pour vous faire connaître. Alors ils doivent aussi penser que je suis très tournée vers l'avenir parce que la Commission européenne a travaillé sur cette affaire pendant des années. Lorsque je suis arrivée à mon poste, le dossier était déjà sur mon bureau et c'était de ma responsabilité de trouver un moyen de le faire avancer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame la Commissaire. Avec plaisir. C'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.